5 questions à Madame Brucker. Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre chaîne Cookies Afro Eco TV accueille aujourd'hui Madame Oriana Brucker, à qui nous souhaitons la bienvenue à notre émission Citoyenneté Afro-Éco. Bonjour Madame Brucker. Bonjour Monsieur Nsassa, merci. Mais bien, merci. Et merci aussi de m'accueillir sur le plateau de Caucus Afro-Éco. Je me réjouis de participer à cette interview. Bien, merci beaucoup en tout cas. L'objectif de notre émission est de promouvoir la citoyenneté active. Nous mettons ainsi en lien les minorités afrodescendantes et les leaders politiques, les leaders d'opinion, pour échanger et lutter contre l'abstentionnisme, l'ignorance et les discriminations, réduire les clichés entre différentes communautés et promouvoir les valeurs et la dignité humaine. Voilà le contexte dans lequel nous travaillons dans le cadre de Caucus Afro. Est-ce que ça vous va, ces cadres? Ça me va et en même temps ça me questionne parce que malheureusement on a encore besoin en 2021 d'avoir un cadre de ce type-là où on puisse questionner des questions de fond justement qui concernent les discriminations, qui concernent l'égalité, l'accueil, l'inclusion. Ce serait bien de vivre dans une société où on n'aurait plus besoin de ce genre de plateforme, de dialogue. Ce n'est pas le cas. Nous jouons notre rôle, c'est-à-dire que nous nous rencontrons pour discuter de ces questions de fond, dans l'espoir qu'on va un jour construire cette société. Bien entendu. Alors, c'est vrai qu'on a fait connaissance, vous êtes active en politique. Pourriez-vous nous parler un peu de vous? Oui, alors... Quoi dire de moi-même qui puisse intéresser votre public? Alors, l'accent qu'on entend peut-être est un accent tessinois italophone. Donc, moi, je suis née en Suisse, mais dans la région de la Suisse qui est italophone. Donc, il y a plusieurs cantons en Suisse, il y en a 26. C'est le canton italophone, le canton du Tessin. Je suis arrivée en Suisse romande il y a plus que 20 ans et dans le canton de Genève en 2012. Et j'ai étudié la philosophie dans l'université de Lausanne et de Genève. J'ai travaillé comme rédactrice parlementaire et depuis plusieurs années maintenant, je donne des cours d'éthique à un public de professionnels qui travaillent dans le social, donc des travailleurs sociaux, des infirmiers, des médecins. Et vous êtes conseillère municipale PS à la ville de... C'est juste. Et comment a évolué l'envie de vous engager en politique pour devenir aujourd'hui conseillère municipale, au-delà de votre carrière académique très impressionnante, philosophe de formation? Oui. Alors, comment est-ce que cette envie de m'engager a évolué? Moi, je dirais qu'il y a eu 2 moments clés dans ma vie qui ont vraiment allumé cette envie de m'engager. Le premier était le premier travail que j'ai eu après mes études à Lausanne. C'était un travail justement comme rédactrice parlementaire au Parlement fédéral à Berne. Et à cette occasion-là, qu'est-ce que je devais faire? Je devais rédiger les procès-verbaux des commissions parlementaires. Donc, bien évidemment, je n'étais pas une élue, donc je devais me taire, mais j'étais assise à la même table que les conseillers nationaux, les conseillers aux États, et j'étais à 2 mètres des conseillers fédéraux. Et j'étais jeune à l'époque, j'avais 26, 27 ans. Et ce travail-là, qui a duré 4 ans, a été formateur, parce que j'ai vraiment vu ce que ça veut dire construire une loi. J'ai vu que derrière une loi, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de colère retenue, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de tolérance finalement, parce que toutes les parties arrivent avec leurs envies de faire passer certaines idées, mais le travail pour faire passer une loi est tellement long que tout le monde finit par devoir laisser une partie de leurs convictions, devoir faire des compromis, des consensus pour arriver à quelque chose qui puisse satisfaire tout le monde. Et ça, ce long travail vraiment de construction d'une loi, ça m'a passionnée. Les débats parlementaires, ça m'a passionné. De les voir comme ça de l'intérieur, ça m'a vraiment donné l'envie, en voyant ces conseillers discuter, ça m'a vraiment donné l'envie de me dire, mais un jour j'aimerais bien
faire ce type de travail. Peut-être pas à ce niveau-là, à un autre niveau, mais essayer ce débat pour construire une règle qui donne une norme à la vie commune. Voilà, ça c'était peut-être le premier événement. Puis un autre événement de ma vie qui m'a donné l'envie de m'engager, c'était mon engagement associatif. Au niveau professionnel, j'étais engagée à un moment donné dans un travail, dans une institution où les conditions de travail n'étaient pas optimales, où il y avait beaucoup de souffrance au travail, beaucoup de burn-out et même plus. Et je me suis engagée au niveau associatif et même au niveau syndical. Et ce type d'engagement m'a beaucoup appris sur la nécessité de persévérer. Quand on voit une injustice, quand on a un sentiment d'injustice, qu'on voit une injustice, ça vaut vraiment la peine de continuer. Même si ça prend des années, c'était mon cas, ça a pris 4 ou 5 ans jusqu'à ce que nous tous, dans cette institution, on ait pu avoir gain de cause. Et on est passé par beaucoup de pertes, beaucoup d'échecs. Mais on n'a pas cédé. Donc cette expérience-là, de voir que ça vaut la peine, à partir d'un sentiment d'injustice, de faire une lutte associative et d'aller jusqu'au bout, ça m'a donné la force de me dire, mais tiens, peut-être que maintenant je peux aller plus loin et m'engager au niveau communal, voilà, parce que là on n'est plus au niveau associatif, on travaille pour la ville. Donc, en vous écoutant, 2 prémices. La dimension professionnelle à proximité des acteurs politiques, députés, conseillers fédéraux et consorts. Deuxième dimension, l'engagement citoyen au niveau associatif et la lutte contre l'injustice. Vous savez, lorsqu'on vous entend, on sent qu'il y a de valeurs qui vous portent et ça bouillonne. Et vous décidez de vous lancer en politique active, comme vous vous présentez et vous devenez conseillère municipale. Quel est le sens que vous donnez à un mandat politique lorsque vous arrivez à cette conclusion, maintenant il faut mouiller la chemise? Quel est le sens que vous donnez à un mandat politique? Alors, plusieurs sens. D'abord, c'est un acte de courage, il faut l'admettre, parce que ce qu'on voit tout de suite, c'est peut-être le côté prestige. On se dit, mais tiens, avoir un mandat comme conseiller municipal, comme élu, c'est un mandat prestigieux. Parce qu'effectivement, par exemple, dans la ville de Genève, le conseil municipal, tous les débats sont pris en direct par la télé. Donc on peut les voir sur une chaîne télévisée, sur Les Mondes Bleus. Donc on peut vraiment les voir en direct et même en différé. Puis on devient tout de suite, on a l'impression de devenir une personnalité. Mais en réalité, quand on le vit, c'est un acte de courage. Parce que le fait de prendre la parole, d'avancer ses propres idées et de savoir que ces idées ne sont pas acceptées par tout le monde, que ces idées provoquent le débat, que ces idées peut-être ne vont pas obtenir la majorité, mais qu'elles sont quand même justes. C'est un acte de courage. Donc voilà, pour moi c'est déjà le premier sens que j'y vois, de mettre sa personne, sa voix, sa signature aussi, le simple fait de signer une motion. On va parler tout à l'heure d'une motion, de l'acte de signer un acte politique. C'est un acte de courage, on met son propre nom. Donc on s'affiche, on s'expose. Donc ça c'est le premier sens, on met de sa personne pour que les choses changent. Et puis l'autre sens que j'y vois, c'est qu'évidemment on agit maintenant pour un futur sur le moyen long terme. Quand on arrive à faire passer un règlement, une norme, une loi, ce n'est pas une loi qui va avoir une durée de validité d'une année. Elle va avoir une durée de validité de plusieurs dizaines d'années. Donc on façonne la vie commune sur une longue durée. Donc on porte vraiment une responsabilité sur le temps, sur l'avenir. Donc pour moi ça c'est important. Dès que je suis là au conseil municipal ou en commission, que je prends la parole, je me pose toujours la question, mais ce que je vais dire, est-ce que ça va façonner la vie future dans le bon sens et sur le long terme? Voilà. Donc, une action qui se projette pour l'intérêt de la société, mais dans l'avenir. Donc, vous construisez l'avenir de notre canton, de notre cité, avec toute
tous ces acteurs, tous ces ingrédients qui sont sur place. Et j'apprendrai effectivement que vous êtes, dans cet élan-là, une des actrices d'une motion, que vous allez avoir le plaisir de nous expliquer un peu. Il s'agit de quelle motion et le pourquoi de cette motion? Oui, alors c'est une motion qui a été déposée au conseil municipal l'année passée, donc en 2020. C'est une motion qui a été initiée par le Parti socialiste auquel je fais partie, et puis elle a été signée quand même par d'autres représentants d'autres partis, notamment les Verts, Ensemble à gauche et le Parti démocrate chrétien. Et c'est une motion qui demande au conseil administratif de la ville, donc le conseil administratif est l'exécutif, le pouvoir exécutif, donc la mairie de la ville. C'est une motion qui demande à la mairie de la ville de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle demande de faire? Elle demande d'établir dans l'espace public, à un endroit assez précis de la ville de Genève, un signe commémoratif. Un signe commémoratif de quoi? Un événement qui a eu lieu en 1896, à l'occasion de l'exposition nationale de 1896, justement, qui a eu lieu à Genève. Qu'est-ce que c'était cet événement? C'était le village noir. À l'époque, on l'appelait le village nègre. Qu'est-ce que c'est un village noir? Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu seulement à Genève. C'était un village construit de toutes pièces dans lequel on faisait arriver des personnes d'Afrique pour qu'elles puissent revivre, rejouer des vies qui n'étaient pas vraies, hein, des vies artificielles, pour que les Européens qui arrivent dans ce village noir puissent les observer. Donc un village noir à Genève. Oui. D'accord. Oui. Un village noir, à l'occasion de l'exposition nationale de 1896, c'est un épisode limité dans le temps. C'est-à-dire que cette exposition a eu lieu du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Donc elle a eu une durée de 6 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était une exposition très large, hein. Il n'y avait pas seulement un village noir, il y avait aussi un village suisse, il y avait d'autres endroits tout autour dans la ville de Genève où les citoyens suisses pouvaient se balader et avoir l'occasion de découvrir les dernières découvertes de l'industrialisation, mais aussi justement les dernières découvertes des personnes qui allaient explorer les pays du monde. Au XIXe siècle, c'est le siècle des grandes explorations. Donc le village noir s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que c'est un village artificiel qu'on a construit à l'époque, dans lequel une centaine, un peu plus de personnes qui venaient de l'Afrique de l'Ouest, on les a fait venir exprès pour qu'elles puissent vivre, habiter ce village, mais surtout être observées par les Suisses. On les appelle aujourd'hui, ces villages noirs, des zoos humains. Aujourd'hui, on n'accepte pas ce genre de phénomène, heureusement. Donc c'est ça le sens de la motion, c'est qu'on puisse aujourd'hui, en ville de Genève, marquer ce phénomène historique avec une statue, avec une plaque. Après, c'est la mairie qui décide. Mais le but est celui que, en ville de Genève, il y a un signe commémoratif de ce qui s'est passé, pour que les passants, tout le monde, puisse se balader en ville et tout à coup découvrir ce signe et se poser des questions. Mais tiens, mais qu'est-ce que c'était ce village noir? Mais pourquoi est-ce qu'on avait un village noir en Suisse? Donc ça, c'est le but. Il ne s'agit pas de transformer la ville en musée, non plus en école, mais il s'agit quand même d'offrir la possibilité aux citoyens, aux passants, aux touristes, à n'importe qui, de savoir ce qui s'est passé. Surtout parce que il y a plein de choses qui ont été mises en place à l'occasion de cette exposition nationale, notamment le village suisse, et il y a une trace historique du village suisse. C'est le nom, la rue du village suisse. Ok, donc c'est un fait historique qui s'est passé à Genève. Comme on connaît dans l'histoire, c'est les zoos humains. Et donc, c'est un combat très symbolique, mais qui est profond. Parce que je pense que il y a un proverbe chez nous qui dit « Celui qui ne connaît pas son passé n'aura pas un avenir ». Et il n'est pas forcément idéal d'ignorer les choses qui peuvent fâcher aujourd'hui au XXIe siècle. Et lorsque vous vous empoignez un dossier comme celui-là, bravo pour le sens politique de votre combat.
Et justement, quel est le sens de cette motion dans votre combat politique, de cette représentation de cet intérêt historique? Mais comment cela vous a pris vous-même et le sens que vous avez senti derrière ça? Merci beaucoup pour la question, parce qu'effectivement, l'origine de cette motion est la rencontre avec un très cher ami. On était en balade ensemble en Suisse, on était au milieu des bois, je me souviens. Puis tout à coup, ce très cher ami, il m'a raconté, il m'a dit, mais tu sais, à Genève, il y a eu un zoo humain, il y a eu un village noir. Puis moi, je croyais qu'il inventait une histoire, que c'était une fable. Donc j'ai ri, j'ai dit, mais oui, bien sûr. Donc il a insisté. Et comme il avait travaillé pour le bureau de l'intégration à Genève, donc il savait, hein, il connaissait vraiment historiquement le phénomène, il m'avait vraiment expliqué ce qui s'était passé pendant l'exposition nationale de Genève. Quand j'ai su ça, moi j'ai eu un mouvement de choc. Pourquoi? Parce que je me suis souvenue de quand j'étais enfant, et puis j'ai eu mon cours d'histoire à l'école. Et je me suis souvenue du moment où on avait un cours d'histoire et on avait en face de nous le manuel, et dans une page de ce manuel d'histoire, en bas à droite, je me souviens encore, il y avait le dessin d'un zoo humain. Moi j'étais enfant, j'avais je pense 16, 17 ans, et je me souviens, j'avais vu ce dessin-là, et je m'étais arrêtée, et puis je m'étais imaginée à la place des personnes qui étaient observées. Et je m'étais dit, mais c'est horrible ça. On est considérés comme des animaux par d'autres êtres humains, ça m'avait choqué. Mais c'était le dessin d'une exposition internationale de Paris ou de Londres. Et du coup, notre prof d'histoire n'avait pas du tout parlé des zoos humains qui avaient eu lieu en Suisse. Moi, je n'avais jamais su ça. Je l'ai découvert en 2020 grâce à ce cher ami. Donc d'abord, j'ai eu un mouvement de choc. Ensuite, j'ai découvert un épisode historique de mon pays que j'étais censée savoir, donc je me suis sentie très ignorante. Après, je suis allée voir des amis, des collègues pour leur demander s'ils étaient au courant de ça. Il y avait une très grande minorité qui était au courant de ça. C'était seulement les personnes qui avaient découvert le village noir au musée ethnographique de Genève lors d'une exposition temporaire, ou bien des collègues qui avaient fait des travaux bien spécifiques dans le cadre de formation supérieure, donc pas dans la formation de base. Puis après, je me suis dit, mais tiens, peut-être je ne le sais pas parce que je viens du canton italophone, tout au sud du Tessin, je ne viens pas de Genève. Donc j'ai commencé à interroger les Genevois. Les jeunes Genevois, ceux qui ont 20 ans, eux non plus ne le savaient pas. Et je me suis dit, mais ça ne va pas. Ça, c'est un épisode historique, il doit faire partie, mais déjà du tissu urbain, mais aussi du matériel, des cours d'histoire. Et effectivement, après, en discutant avec d'autres collègues, etc., en faisant des recherches, des brèves recherches, hein, parce qu'actuellement, c'est quand même, ça remonte dans les médias, dans l'espace public, mais non, en Suisse aussi, on est en train de faire un travail sur notre participation à l'entreprise coloniale. Donc ça fait partie de ce qu'on fait maintenant, heureusement. Mais voilà, ce petit épisode personnel, de ma vie personnelle, s'inscrit dans une histoire macro, dans une histoire du pays et une histoire universelle. En 2021, enfin, on est arrivé à une période où, enfin, on peut regarder en face ce qui s'est passé au XIXe siècle et, si possible, tranquillement, se raconter mutuellement ces récits. Parce que ça, c'est aussi un peu l'espoir de cette motion. C'est qu'il y ait des mémoires différentes, mutuelles, qui puissent se dire, qui puissent se raconter. La mémoire peut être portée par les Suisses de 3e, 4e, 5e génération, les mémoires racontées des afro-descendants de 2e, 3e génération, donc qui ont eu les parents, les grands-parents qui sont nés en Afrique, mais qui eux sont nés ici en Suisse. Comment eux, ils se racontent cette mémoire. Là, le récit des personnes qui arrivent maintenant d'Afrique, en Suisse, en Europe, faire en sorte que tous ces récits puissent se rencontrer. Donc ça, c'est un des buts de cette motion. À travers cette marque mémorielle, faire en sorte qu'il y ait une occasion de dialogue, une occasion de rencontre, qu'on puisse se raconter ensemble
le même passé, pour vivre mieux un avenir commun, pour construire un avenir commun. Ça, c'est voilà, c'est un peu le sens de fond de la motion. Et donc, on sent à travers vos explications cette prise de conscience qui doit nous permettre et permettre à différentes générations à connaître notre histoire. Notre histoire parce qu'il y a de faits historiques qui peuvent être mal interprétés si on ne les connaît pas. Les contextualiser, c'est quelque chose de très important. Et que ça fasse partie de notre mémoire collective. Je dois vous avouer qu'un grand merci pour le sens que vous donnez à cet engagement politique. C'est tout le plaisir que j'ai toujours eu à croire à la politique. Non simplement pour la prétention ou quoi que ce soit, mais servir pour la communauté et transmettre de valeurs pour l'avenir. Je vous dis bravo. Et je comprends que cela correspond à votre sens d'engagement parce que philosophe de formation, mais vous êtes engagé dans le combat du féminisme aussi. Et ce dernier est un courant de pensée qui a évolué. Et je voudrais avoir un regard sur votre sens de ces combats du féminisme que j'inscris dans le cadre de la promotion de l'égalité, au vrai sens du terme, comme principe. Quelle est votre perception, que ce soit historique ou présente? Oui, mais alors effectivement, pour moi, lutter pour le droit des femmes est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mais pas vraiment pour une question philosophique, pas parce que je me sens appartenir au courant féministe, comme vous avez très bien dit, mais simplement par ce que je vois dans la réalité, dans la société aujourd'hui. Alors par exemple, si on prend du point de vue des droits des femmes, on se rend compte que les droits des femmes en Suisse, mais pas seulement en Suisse, sont très récents et très fragiles. Par exemple, le droit de vote et d'éligibilité des femmes au niveau national, il a seulement 50 ans. Donc il y a seulement 50 ans, par vote populaire, donc finalement c'était les hommes aussi, qui ont décidé, mais sous pression aussi de la communauté internationale, on a octroyé enfin ce vote aux femmes suisses. Alors que tout aux alentours, dans les autres pays d'Europe, on octroyait déjà ce vote depuis plusieurs dizaines d'années. Donc la Suisse est un peu à la traîne, est un peu en retard par rapport aux droits des femmes. Donc là, justement, si on regarde les droits des femmes, on se rend compte qu'ils sont récents, ils sont fragiles, ils sont remis en cause. Si on prend par exemple le droit à l'avortement, il est constamment remis en cause. On doit constamment expliquer ce que ça veut dire que d'accepter le droit à l'avortement. C'est d'abord accepter un encadrement professionnel, médical, à un acte qui malheureusement a toujours eu lieu. Donc il s'agit à chaque fois de revenir sur les mêmes combats, de reproduire les mêmes discours. Ce n'est pas un acquis. Donc l'égalité salariale aussi. Aujourd'hui en Suisse, à travail égal, on ne donne pas salaire égal. Aujourd'hui, il y a une inégalité salariale qui n'est pas justifiée. Surtout quand on regarde les noyaux familiaux aujourd'hui, comme il y a plein de familles recomposées, des femmes qui se retrouvent à être seules, à élever seules des enfants, à avoir un seul salaire pour pouvoir se faire. Donc une inégalité salariale n'est pas justifiée. Donc voilà, ça c'est une des réalités, plusieurs des réalités qu'on peut voir actuellement dans la société actuelle qui me poussent à être féministe. Mais encore, on peut prendre en compte les situations de violence conjugale, le problème des féminicides. Le féminicide, mais rien que le terme féminicide est un terme récent. Le petit Robert l'a inscrit dans sa liste de mots reconnus comme mots de la langue française en 2015 seulement. Avant, le phénomène du féminicide
décrit en tant que tel, ben, il était décrit comme crime passionnel. D'ailleurs, les mouvements féministes, les associations de défense luttent pour qu'on ne parle plus de crime passionnel, mais qu'on dise très clairement qu'il s'agit d'un meurtre de femme, c'est un féminicide. Donc voilà, au niveau des violences domestiques aussi, il s'agit de faire quelque chose. Au niveau du corps de la femme, la sexualisation du corps de la femme, telle qu'on la voit dans les publicités, dans le discours médiatique, dans la rue aussi. Mais là aussi, il faut lutter, il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Une instrumentalisation qui est humiliante et qui ne peut pas être acceptée au XXIe siècle. Eh bien, là, la trame même de notre émission a évoqué plusieurs sujets relatifs à des valeurs et des principes que j'apprécie beaucoup dans ces combats. Et donc, nous cheminons effectivement vers la fin de notre émission avec une question bonus. À travers tout ce que vous avez relaté, le sens de votre engagement citoyen, engagement politique, le désir d'ancrer l'histoire, que ça devienne populaire et connu par les générations présentes et à venir. Le féminisme, un combat qui continue sur le saut de l'égalité, car il y a encore beaucoup à faire. Et heureusement, ces combats s'élargissent. Il y a dans tout cela la projection vers l'avenir. Eh bien, quel message que vous voulez adresser aux jeunes de toutes les origines confondues qui vivent dans notre canton? Wow. C'est une question presque impossible, mais j'ai bien envie d'y répondre, essayer d'y répondre. Peut-être le premier conseil qui me vient à l'esprit, c'est de bien être à l'écoute du sentiment d'injustice, du sentiment d'indignation qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Bien être à l'écoute de ce sentiment, d'y prêter attention et d'essayer de ne pas y donner une forme à travers la violence. De ne pas être dans des actes de colère, de ne pas tout de suite essayer de répondre à cette injustice avec des coups de poing ou avec d'autres formes de violence physique ou psychologique, mais d'écouter ce sentiment d'injustice et d'essayer d'en faire un acte collectif, un acte public, à travers un engagement associatif, à travers un engagement politique, à travers un acte symbolique comme par exemple un acte d'écriture ou un acte de témoignage, prendre le micro et avoir un blog, prendre la télé et avoir la caméra et avoir sa propre chaîne YouTube par exemple, faire un acte de témoignage, d'observation. Donc ça on est plus dans le symbolique, mais c'est très 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 important parce que ça permet aux autres de réfléchir, de rebondir, d'être dans un espace de débat. Moi, c'est peut-être ça le conseil que j'ai envie de donner, c'est-à-dire, oui, avoir un sentiment d'injustice, c'est juste, c'est normal, ça fait partie de l'expérience de nous tous et toutes, mais faisons l'effort d'utiliser cet événement qui nous a donné le sentiment d'injustice pour en faire un acte collectif. Allez en parler aux autres, demandez, mais est-ce que toi aussi tu as eu un sentiment d'injustice par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faudrait faire quelque chose pour changer cela? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'il faut s'engager ensemble dans une association? Est-ce que ça vaut la peine de contacter nos élus, nos politiciens pour leur demander ce qu'ils pensent, s'ils peuvent faire quelque chose pour changer les choses? Est-ce que c'est à nous de nous engager en politique? Peut-être que oui, moi je dirais sûrement que oui. On a besoin de jeunes. Et vous avez mentionné les origines ethniques, mais de tout le monde. Notre société actuelle est une société très, très, très variée, mais elle est magnifique en tant que telle et il faut qu'elle soit représentée dans sa variété au niveau des élus. Donc il faut s'engager maintenant, c'est le moment maintenant de s'engager, d'y aller, d'avoir ce courage de la parole, de mettre sa personne avec toute son histoire
et puis d'être là et de dire, ben voilà, ça c'est la société que je veux, la ville où je veux vivre. S'il vous plaît, écoutez-moi. Même si vous n'êtes pas d'accord, je suis disposée à vous écouter. Essayons de nous entendre et de construire ensemble une ville qui nous plaise, qui soit en accord avec nos valeurs mutuelles et où on puisse vivre ensemble en paix. Voilà, où on puisse s'écouter, où on puisse se raconter nos propres récits. Voilà. À nos jeunes qui nous écoutent, qui ont tendance à dire c'est injuste, vous avez saisi les messages. Je remercie infiniment Madame Bouguer pour non simplement la participation à cette émission, mais à cet appel qui m'interpelle moi-même et qui me va droit au cœur. La jeunesse doit s'approprier de combats de valeurs. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Les injustices s'accroissent dans notre société. Et si vous ne prenez pas garde, si nous ne prenons pas garde, nous allons nous laisser berner. Et cette émission d'aujourd'hui nous a donné l'opportunité de vous interpeller, de lancer un appel, de vous mobiliser pour les causes justes. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à cette émission et du courage, de votre volonté de nous suivre régulièrement. Je vous incite à vous abonner à cette émission et à cette chaîne Caucus Afro Eco TV. Je vous remercie et bon dimanche.